Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Maître Marie Perrault, avocate associée chez Joshua Société d'avocats. Bonjour Marie. Merci, bonjour à toi. Bienvenue sur ce podcast. Marie, est-ce que tu peux rapidement te présenter, déjà nous dire quelle est ta ou tes spécialités? Et également, je sais que tu exerces sur plusieurs barreaux, donc est-ce que tu peux nous faire une petite présentation? Tout à fait. Alors effectivement, donc Marie Perrault, chose très importante, je suis toulousaine. Ah, c'est très important parce que ça vient nourrir aussi pas mal de choses. Je suis pas parisienne, même si j'adore Paris. Mais j'ai commencé mes études de droit à Bordeaux parce qu'à la fin de mon lycée, je voulais pas commencer à Toulouse. Et après, je me suis vite rendu compte que le droit, ça ne me passionnait pas. Je trouve que la matière est géniale, mais les études de droit, en tout cas en France, c'était extrêmement ennuyeux pour moi. Voilà, j'arrivais pas du tout à accrocher. Et du coup, j'ai utilisé mes années de droit pour en fait voyager. Donc j'ai fait ma 3e année à Berlin en Allemagne, puisque j'avais fait pas mal d'années d'allemand avant. Ce qui était un challenge en soi, parce que étudier le droit des successions de base, c'est compliqué. En allemand, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais on aime le défi. Et après, je suis rentrée, j'ai fait mon M1 à Paris et mon M2 à San Francisco. Incroyable. Aussi Hastings. Et à la fin de cette année de LLM, je me suis dit, super, j'ai trop envie d'exercer aux États-Unis. Je passe le barreau de New York. J'ai le barreau de New York. À ce moment-là, ma maman tombe malade. Donc, je me dis, bon, en fait, je suis hyper loin. San Francisco, c'est quand même à 9 heures de France. Donc, je me dis, là, il faut quand même que je réagisse parce qu'en fait, c'est un peu compliqué d'être aussi loin. Adieu la Californie. Je rentre en France. Je dépéris en France. Oh. Je me dis, c'est pas possible. L'enfer, je trouve un stage, puis un début de collab dans un cabinet parisien. Pas du tout pour moi. Vraiment, j'aime pas du tout l'ambiance. J'aime pas cette espèce de microcosme de Paris, des confrères, des trucs. Voilà, j'y arrive pas. Je passe quand même mon barreau de Paris en me disant, je suis rentrée en France, autant que maintenant je puisse exercer en France. Et en fait, je pars après en Angleterre. En me disant, j'y arrive pas, j'ai pas envie de rester en France, je pars en Angleterre. Je trouve un boulot en Angleterre en tant qu'avocate là-bas, avocate étrangère du coup. Et de nouveau, j'adore le milieu anglo-saxon, donc je me dis, je vais y rester un petit bout de temps. Je passe le barreau de Londres. Et là, je me dis quand même, Marie, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cerveau. Enfin, tu as 3 barreaux. Alors, c'est pas pour la carte de visite, parce que vraiment, sur la carte de visite, c'est joli, mais ça ne sert à rien, concrètement. C'est vraiment parce que du coup, je me suis dit, je suis à Londres, je vis à Londres, j'aime vivre à Londres. Il faut que j'ai le barreau. Alors là-bas, il y a barrister et solicitor. Moi, je suis solicitor. Du coup, je passe le barreau. J'ai mon barreau. C'est long parce que l'équivalence en Angleterre, c'est sur 1 an et demi, donc ça s'étale, c'est pas rien. Et après, en fait, j'exerce à Londres pendant 4 ans et demi. Et au bout de 4 ans et demi, en fait, le travail me ramène en France. Et du coup, je me dis, en fait, je suis dans une situation où soit je fais complètement ma vie en Angleterre, soit je rentre en France à ce moment-là, avant d'être, je suis désolée pour la trivialité, mais d'être trop cher aussi pour les cabinets français, puisque il y a quand même une différence de salaire importante entre les cabinets londoniens et les cabinets français. Donc ça sous-entendait aussi de rentrer en France, de prendre un pay cut. Plus j'attendais, plus le pay cut allait être important. Donc, dans ma balance, hop, je rentre en France. Parce qu'il n'y avait pas que le pay cut qui jouait, naturellement, mais c'était quand même un élément, en tout cas, pour le recrutement, en fait, pour quand j'arrivais, pour les gens qui pouvaient me recruter. Et du coup, après, je rentre en France. Je trouve une collaboration au cabinet Vigo, qui est un cabinet spécialisé en pénal contentieux et compliance. Je passe 2 super années chez eux, et 2 années et demie même. Et après, je m'installe à mon compte pendant 1 an, parce que j'avais besoin on en parlera sans doute, mais j'avais besoin un peu d'être à mon compte pendant 1 an, pour au final, 1 an et demi plus tard, m'associer avec 3 autres avocats pour créer Joshua. Voilà les grandes lignes. Ok. Et qu'est-ce qui t'a du coup donné envie de devenir avocate initialement ? C'est une très bonne question. Je savais que cette question allait arriver. Et je te l'avais dit. Ouais, j'y ai un peu réfléchi et en même temps, j'ai envie de dire que j'ai jamais voulu devenir avocate. Moi, le droit, fondamentalement, ça m'ennuie.
Le droit, la matière en soi. Je suis pas quelqu'un qui va être passionné par la petite disposition du code pénal, du code civil, aller chercher l'arrêt, trouver des petits trucs. Non, ça m'enthousiasme un peu plus au niveau common law, parce qu'il y a ce côté de recherche en se basant uniquement sur les faits, finalement, qui est, voilà, avec la question des précédents, qui est hyper intéressant, qu'on retrouve un peu avec la jurisprudence en France, mais la base, c'est quand même le code, donc c'est un peu une différence de concept. Mais par contre, mon cerveau, lui, marche avec le droit. Et je suis quelqu'un qui s'ennuie très, très vite. Donc, j'avais aussi besoin d'un travail qui allait me stimuler au niveau du cerveau et qui, en plus, et ça, c'était un peu la pierre angulaire de mon choix de profession, je voulais un travail qui ait du sens socialement. Oui, je comprends. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort souvent. Ouais. Je voulais qu'au quotidien, si je devais travailler autant qu'on travaille, parce que tout le monde travaille beaucoup dans la société aujourd'hui, je voulais qu'au quotidien, je fasse mes petites battements d'ailes du colibri, là, pour en fait travailler dans le fonctionnement de notre société. Et être avocat, c'est ça, au final. Tout à fait. C'est se prendre une situation qui est complexe, où les gens sont dans des situations, des fois, émotionnelles compliquées, parce qu'en fait, on est dans la panade, concrètement, en général. Et j'aide cette situation à dire, OK, en fait, il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Et je tiens un peu cet espace de discussion pour aller dans le bon sens. Ce qui fait que, naturellement, je ne l'ai pas dit, mais donc du coup, moi, j'exerce en droit pénal international, compliance et enquête interne. Je ne fais pas du droit pénal général, je me considère pas du tout comme une pénaliste. Pourquoi ? Parce que, de par mon parcours, foncièrement en général, c'est les sujets plus internationaux qui viennent à moi. Et je fais beaucoup, au final, de conseils avec la compliance et beaucoup d'une activité que je n'arrive pas à classer, qui sont les enquêtes internes, tant en anticorruption qu'en matière sociale, qui en fait sont et du contentieux et du conseil, mais je passe pas mon temps dans les cours de justice, même si j'y vais, c'est pas mon premier travail. J'entends. Voilà. Et par rapport à donc, la transition que tu as pu avoir de collaboratrice à indépendante, qu'est-ce qui t'a motivée justement à t'installer ? Puisque c'est un sujet que j'entends assez régulièrement, cette transition qui peut être parfois un peu terrifiante, ce syndrome de l'imposteur aussi qu'on peut avoir. Je dis pas que ça a été ton cas, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de t'installer ? Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour le faire ? Alors, le syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai toujours eu, donc depuis que je suis toute petite, donc il n'y a pas de problématique sur ce sujet-là. Ça. Oui, je pense que c'est un fait. Après, on est dans des professions, faut pas se leurrer, on est dans des professions où on est constamment en train d'essayer de prouver quelque chose. Donc, de facto, on se pose la question de est-ce que j'ai une légitimité à être là pour essayer de le prouver. Enfin, ça me semble tout à fait logique. Donc, je pense qu'on est effectivement des professions qui vont avoir ce syndrome de l'imposteur un peu présent, encore plus chez les femmes, même si on ne va pas refaire le sujet aujourd'hui. Je suis d'accord. Voilà, dans tous les cas, on le sait, il y a un sujet. Donc, qu'est-ce qui m'a poussée à m'associer, ou en tout cas à me mettre en indépendant ? Alors déjà, j'ai pas une mauvaise expérience en collaboration. C'est important de le préciser. Voilà. J'ai pas une mauvaise expérience en collaboration. Je me suis toujours très bien entendue avec j'aime pas dire patron non plus, ils aiment pas si je dis patron, mais bon, avec mes associés et avec mes confrères, collègues. J'ai toujours su que je voulais être mon propre patron. Dès le départ, c'était clair pour toi. Pourquoi ? Parce que, comme tout le monde, histoire familiale, mon père est médecin généraliste en campagne. Je l'ai entendu toute ma vie me répéter il faut pas avoir de patron, il faut être son propre patron, on est quand même vachement plus libre quand on est son propre patron. Bon, et finalement, vous entendez ça pendant X années de votre vie. Vous vous dites quand même, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être comme ça qu'on exerce. C'est vrai que ça donne une liberté qui est fabuleuse. Parce qu'on organise son temps pas comme on l'entend, mais comme ce qui est approprié au quotidien pour nous. On a des semaines où on va travailler beaucoup, on a des semaines où on va travailler moins. Moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que ça me donne une liberté aussi d'organiser mon temps comme je le souhaite. Donc, c'était un peu évident, je sentais que ça bouillait en moi depuis de nombreuses années. En plus, j'ai eu la chance parce que tout au long de ma carrière, j'ai aussi eu des seniors ou des associés
qui m'ont quand même toujours impliquée dans l'aspect développement. On va en parler après. Du coup, j'avais un peu cette notion de... bon, déjà, je suis bavarde, donc je savais que j'allais arriver à faire mon tronc. Mais je savais aussi qu'il y avait des choses en développement qu'on devait faire ou qu'on ne devait pas faire. Donc, j'avais pas trop cette peur d'aller démarcher, même si ce mot est atroce dans la bouche d'un avocat. Mais bon, de facto, la réalité des faits fait qu'on doit l'utiliser maintenant. Donc, j'avais pas cette peur d'aller démarcher. J'avais plus cette peur est-ce que je vais arriver à structurer les choses comme j'en ai envie? Parce qu'en fait, je trouve que c'est ça qui est dur. Quand on est collaborateur, on est dans une position où on critique finalement. On dit ça ne va pas, ça ne va pas. On aimerait améliorer X, Y, Z. On n'a pas actuellement, en tant que collaborateur, des retours assez francs et transparents sur la gestion d'un cabinet pour être capable de dire on n'aime pas et donc on voudrait faire comme ça. Et comprendre pourquoi, quand on a un non de la hiérarchie, pourquoi c'est un non. Et je trouve que c'est en général ça qui est plus complexe à conceptualiser quand on décide, quand on sent qu'on a envie de s'installer. On ne se rend pas compte foncièrement de la nébuleuse autour de la création d'un cabinet. On se rend bien compte qu'il faut aller démarcher, on se rend bien compte qu'il faut être bon dans son travail. Mais il y a tout un truc, le ton qu'il faut avoir, la posture, l'aménagement. Voilà, est-ce qu'on choisit du télétravail, est-ce qu'on ne choisit pas du télétravail, est-ce qu'il faut un comptable, à quel moment il faut un comptable, est-ce que c'est une cellarde, est-ce que c'est une harpie, est-ce que c'est un truc, un machin. En fait, c'est une création d'entreprise. Ah oui. Et c'était plus sur ça où je me disais challengeant. Voilà. Surtout que je le précise avec une honnêteté et une transparence absolue, je suis nulle en maths. Depuis que je suis petite, dans la physique chimie, n'en parlons même pas. Donc l'aspect comptabilité, gestion, tout ça, ça n'est pas du tout inné chez moi. Oui, je comprends. C'est mon cas aussi, donc si je me mets à ta place, je me dis j'aurais été face à une grosse difficulté à ce niveau-là. Mais c'est le cas de personne en fait. Je pense que personne, bon à part certains génies que vraiment j'aspire à rencontrer, personne se dit c'est bon, la compta. J'adore ça. Voilà. Par contre, j'aurais aimé avoir accès à alors c'est bête ce que je vais dire, je le conçois, mais un peu une compta pour les nuls. C'est-à-dire que il y a un peu un truc où je trouve que c'est le paradoxe qui est pour moi encore plus flagrant, parce que comme j'ai exercé dans les pays anglo-saxons où il n'y a pas ce concept de profession libérale, on est une profession libérale à qui on demande de créer des entreprises, mais on ne nous considère pas comme une entreprise. Donc on ne nous donne pas les armes, les moyens, le soutien, etc., qu'on donne aux entreprises. Et du coup, on se retrouve un peu le cul entre deux chaises, si je puis dire, parce qu'on crée une entreprise, mais en même temps, on n'est pas une entreprise. C'est-à-dire que même nos formes d'entreprise sont des formes particulières pour les sociétés libérales. Enfin, pour les entreprises libérales. Pour moi, c'est un concept, c'est ça qui a été hyper dur en tant que, finalement, personne formée à la anglo-saxonne, d'arriver en France et de me dire, ce microcosme-là, je l'ai pas. Donc si je devais citer une difficulté, ce serait ça. Et par rapport au développement commercial, comment est-ce que tu as fait au début du coup pour trouver tes premiers clients, au-delà même de la comptabilité ou de la structure du cabinet quand tu t'es installée? Est-ce que tu as éprouvé certaines difficultés à démarcher justement? Alors moi je me suis beaucoup appuyée sur les gens que je connaissais. Pas forcément pour qu'ils m'envoient des dossiers, mais plus pour en fait me dire en fait il faut que je me présente, il faut que je dise aux gens que je connais que je me suis installée. Et j'avais un de mes associés qui avait dit un truc un jour qui m'avait marqué. Il m'avait dit, de toute façon moi je passe mon temps à planter des graines. C'est le propre du démarchage. Je sais pas si j'ai la main verte, mais les graines je les plante. Alors je me suis dit que je vais aller faire pareil en fait. Et en plus quand j'étais dans un de mes anciens cabinets, on avait beaucoup travaillé sur l'implantation du cabinet en France. Et donc, du coup, moi, déjà, j'avais beaucoup réfléchi à ces questions-là. Après, je pense que tous les gens qui me connaissent vont être à peu près d'accord avec moi, j'ai mis l'idée à la seconde.
pour faire des choses, pour lancer, pour écrire des... Voilà. Après, j'ai pas en qualité d'exécution, je pense que je mets pas, c'est sûr, je ne mets pas tout à exécution, mais j'ai mis une idée à la seconde. Donc ça me faisait pas peur du tout. Et en termes de développement, je me suis dit, bon, bah, je connais qui ? Il faut que je dise aux gens que je connais que déjà je m'installe. Le fameux appel d'air, il marche pas si on va pas se présenter. Je pense que c'est un mythe, l'appel d'air. Il existe si on fait bien son travail de dire bonjour, je m'installe. Et c'est pas un appel d'air, en fait. Je pense que c'est... J'aime pas ce concept-là quand on dit aux jeunes qui s'installent, vous allez voir, il y a un appel d'air. Non, il y a un appel d'air si tu fais des actions précises qui va permettre à d'autres confrères de dire « Ah, bah du coup, je pense à X ou Y ». Donc, tu marchais beaucoup sur la recommandation, en fait, de tes confrères. Alors, je marchais sur la recommandation des confrères, mais sur la recommandation des gens avec qui j'avais travaillé, aussi des clients avec qui j'avais travaillé, qui certes étaient toujours avec mes anciens cabinets, puisque c'est pas le propos, mais moi, je pense que le concept de prendre les clients au cabinet, ça n'a pas trop de sens, en fait. Mais... par contre, eux me connaissaient, donc eux, ils parlaient à d'autres entreprises, peut-être, et à d'autres personnes en me disant « Ah, bah, si tu as besoin, il y a Marie ». Donc, je pense qu'il faut aussi, entre guillemets, ratisser large quand on s'installe. Il faut parler aussi à des potentiels futurs partenaires. En tant qu'avocate, particulièrement dans mon milieu en compliance, je travaille avec des comptables, je travaille avec des forensic accounting, je travaille avec des huissiers, je travaille avec des psychologues, je travaille avec des notaires, bon bah des gens qui sont experts dans certains domaines très particuliers, parce que des fois dans un caténaire, j'aurai besoin d'avoir des experts qui viennent donner une opinion. Mes prescripteurs en termes de dossiers, c'est autant les confrères que les anciens clients, que les nouveaux clients, que les gens que je rencontre. Enfin, moi j'ai eu des dossiers en faisant du yoga, en parlant avec des gens, en disant « Ah, mais attends, t'es avocate, super, attends, mais j'ai cette question-là. » J'ai renvoyé aussi plein de dossiers à des confrères dans ces mêmes moments-là, parce que bon, si on me demande comment faire un divorce, je ne fais pas un divorce. Bien sûr. J'ai accepté aussi de me dire que pendant un an, je prenais pas tous les dossiers. Moi, c'est pas ma philosophie de prendre tous les dossiers pour faire du volume. Soit une bonne stratégie forcément. Bon, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire en fait. Et puis ça dépend de ton objectif et aussi de ta matière. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que j'entends qu'il y a des jeunes avocats qui, quand ils se lancent, veulent être très généralistes. Après, ça dépend aussi de la dynamique que tu as envie de donner à ton cabinet. C'est soit tu peux être très spécialisé, soit au contraire te mettre en avant comme généraliste. Mais du coup, dans tout ce que j'entends, toi, tu te considères comme une entrepreneuse ? Enfin... Alors moi, oui. Enfin, en tout cas, moi, je me considère comme une chef d'entreprise. Parce que, en fait, je crée... Oui, Marie Perrault, c'est une fille fabuleuse, mais c'est pas Marie... Enfin, même si mes clients, ils viennent avec Marie Perrault, ils ont quand même envie de savoir qu'autour de Marie Perrault, il y a une structure qui tient. Donc, le développement, il se fait naturellement toujours... je pense une partie image de marque, une partie personnelle, parce qu'on reste sur de l'intitut personnel fort en étant avocat, mais je ne peux pas être Marie Perrault qui travaille de son salon sans aucune structure derrière, sinon en fait, particulièrement dans mon milieu, j'ai pas les ressources Bien sûr. pour pouvoir proposer véritablement le vrai service à mes clients. Donc je pense que oui, je suis une entrepreneuse, mais je mets un bémol dans le sens que il faut s'adapter aussi aux réalités de ce qu'on propose, des services que je propose et du métier dans lequel du marché plutôt dans lequel j'exerce. Typiquement, je suis une entrepreneuse, mais je reste une profession réglementée. J'ai des atouts que n'ont pas des consultants. Et il ne faut pas que je les oublie. Bien sûr. Donc, même si, entre guillemets, avoir des formes d'entreprise particulières, avoir des cotisations parce que je suis une profession réglementée, ça me charge d'un point de vue comptable. Ça va aussi m'apporter un atout majeur pour les clients qu'il faut vraiment mettre en avant et qui font aussi que je ne suis pas juste une chef d'entreprise parce que en fait, j'ai une déontologie, j'ai des obligations professionnelles qui vont avec, donc je propose aussi un service qui est différent. Bien sûr. C'est pour ça que je me vois plutôt comme une entité un peu non identifiée fondamentalement, hein, mais je pense qu'il faut utiliser tout ce que les entreprises ont réfléchi depuis des années en termes commerciaux, en termes structuration, en termes image de marque, et venir vraiment se l'approprier.
toute façon, il n'y a rien qui marche, il n'y a pas de truc de clé en main, ça ne marche pas. Il faut il faut utiliser ce qui est à notre disposition et le modeler pour en faire ce qui est à nous. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'était au moment où je passais le 3e barreau au barreau de Londres. Je me disais, c'est pas possible, tu passes ton 3e barreau. Et je me rendais compte que pendant mes révisions de barreau, j'étais une autre personne. Parce que je me disais, ok, en fait, je ne réfléchis pas. Je viens accepter le moule. Et le moule, je le défrais derrière. C'est ça qui a fait, je pense, que j'ai réussi à avoir 3 barreaux. C'est parce que j'ai accepté le moule du barreau. Et puis après, j'en ai fait ce que je voulais. Oui, bien sûr. C'est une bonne approche. Ouais, et je pense que c'est un peu ce que je fais avec le développement, avec cette question d'entrepreneuriat, avec cette question de profession libérale, etc. C'est me dire, je suis obligée de passer par une phase d'acceptation de je suis une profession libérale réglementée. Les avocats ne sont pas du tout formés au commerce, ni à la compta, ni à la gestion d'entreprise, ni à la gestion saine d'une entreprise, le contrôle de gestion, etc. C'est des concepts qui sont tout à fait novateurs pour la majorité de mes confrères. Par contre, je suis obligée d'accepter tant le moule qui existe à l'heure actuelle dans les professions libérales et chez les avocats, parce qu'en fait, je ne peux pas me battre, je ne suis pas un David contre Goliath qui va venir tout révolutionner, sinon ça ne marche pas. Donc je suis obligée de prendre les règles qui existent avec l'ordre, de prendre à côté des règles qui existent dans le milieu du commerce et d'essayer d'en faire moi ce que je veux moi. Oui, du droit à ta façon, du droit à ton image. Et finalement, est-ce que je fais du droit ? Oui, je fais du droit, même si j'ai des confrères qui considèrent toujours que la compliance n'est pas du droit, mais ça c'est un autre sujet. Je fais du droit, mais vraiment en me disant, ok, mes clients c'est qui ? Mes cibles c'est qui ? Quand j'ai un client qui vient me voir, me prospect ou pas, ma ligne de conduite, c'est de me dire, il faut que je lui propose un accompagnement qui soit absolument adapté et sur mesure à lui. Je le vois partout, le terme sur mesure. C'est un terme pour tout. Pour moi, c'est de me dire, en fait, je ne vais pas proposer un gros budget à un client qui n'a pas de budget. Je préfère lui dire, on va commencer petit, on va faire un truc très réaliste, on va étaler dans le temps, parce que, en fait, sinon, je vais vous mettre tout de suite la tête sous l'eau et vous allez mettre plus de temps à sortir la tête sous l'eau que si on y était allé doucement. Donc, en fait, on prend les choses autrement. C'est une approche qui est saine. Je pense que c'est ce que recherchent aujourd'hui d'autant plus les clients. Enfin, la dernière fois, je donnais une formation à certains de tes confrères et c'est vrai que je leur disais le plus important, c'est aussi quand même de garder cette part d'humain, mais aussi de faire du sur-mesure et de bien prendre en compte, aujourd'hui, c'est quoi votre budget ? Même si parfois c'est difficile de la poser cette question-là, mais je trouve ça sain d'avoir une approche comme ça avec tes clients, peut-être plus rapprochée que certains cabinets peuvent le faire. Après, c'est dur, particulièrement dans ma matière, parce que moi, je suis face aussi à énormément de consultants. Alors, il y a les consultants historiques qui sont là, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi une nouvelle vague, justement, qui arrive avec cette question qui est très portée par les sujets d'entrepreneuriat, dans le milieu du droit, etc. Et on a un peu aussi cette problématique qu'on a de plus en plus de... Je n'ai rien contre eux, que ce soit clair, mais de juristes qui vont se mettre en freelance et qui donnent du conseil juridique et qui en fait frôlent avec l'exercice illégal de la profession d'avocat. Donc c'est difficile dans mon domaine d'arriver avec justement sur ces questions de budget, parce qu'à côté j'ai des juristes qui eux vont proposer des forfaits qui sont ridicules. Des forfaits jours qui vont proposer en compliance. J'ai des clients qui m'ont dit mais moi j'ai quelqu'un qui m'a proposé une cartographie des risques à 10 000 €. Non, en fait, c'est pas possible. Enfin, en fait, allez-y si vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi, je peux pas. Du coup, moi, je peux pas. C'est sûr que ce sera plus cher, moi. Mais parce qu'en fait, derrière, j'ai aussi des obligations professionnelles. J'ai une déonto. Donc, si ça se passe mal, il y a ma responsabilité professionnelle aussi qui vient être engagée. Donc, il y a une approche différente. Et c'est pas parce qu'il y a ma responsabilité professionnelle qui va être engagée que je vous fais payer plus cher. C'est parce que ma plus-value à moi, c'est que je vous donne et je vais vous aider à mettre en place quelque chose qui est techniquement, réellement à l'épreuve des balles si jamais vous avez des autorités qui viennent toquer. Et je le sais puisque je pratique autant le conseil que le contentieux. Bien sûr. Donc c'est difficile, justement, dans ce monde très solo-entrepreneur, je déteste ce terme, mais vraiment, je l'arbore. Mais il existe, donc voilà. Parce qu'en fait, ça veut rien dire. T'es entrepreneur ou t'es tout seul de facto. T'es pas solo-entrepreneur, voilà, bref, passons.
Mais c'est difficile de faire entendre la voix d'une profession libérale qui, du coup, je suis sûre que j'ai des confrères qui sont pas bien, et je m'en excuse auprès des clients, mais la grande majorité quand même font très bien leur travail. On a une plus-value au niveau du rendu des livrables qu'on rend, qui est inestimable. C'est-à-dire qu'on vous rend quelque chose qui est pensé pour vous protéger. Et je trouve que c'est difficile de faire entendre, en tout cas, cette différence-là, dans un monde où en fait c'est communication à tout va, surtout en utilisant des mots-clés. Et en fait, les mots-clés, souvent, moi, j'en vois des posts passer à longueur de temps, c'est de l'exercice illégal de la profession, quoi. Bien sûr. Et ça, c'est un truc qui me rend dingue. Parce que on bosse dur pour devenir avocat, on bosse dur pour apprendre la com, on bosse dur pour apprendre le dev, on bosse dur pour apprendre la compta. Et en fait, on se retrouve à devoir justifier de pourquoi on sait faire du conseil juridique. Et ça, c'est un truc qui, pour moi, est en tout cas un challenge actuellement dans mon exercice à moi d'enquête interne et de compliance, puisqu'on est face à un marché qui, en fait, attend toujours moins cher. Mais je comprends, il y a peu de budget. Sauf que des fois, le moins cher, c'est problématique, quoi. Oui, ça, c'est bien vrai. Non, mais bon, je dérive, pardon. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Mais pour revenir justement à cette question entrepreneuriale et à la suite aussi, d'ailleurs, des événements qui se sont passés dans ta carrière, quels sont maintenant les enjeux de l'association pour toi et pourquoi est-ce que tu as décidé de quitter le statut d'indépendant pour t'associer avec d'autres personnes chez Joshua Société d'avocats? Alors pour moi, c'était toujours assez évident sur le fait que j'allais m'associer. Je ne suis pas une personne qui aime être seule. Ah oui, c'était transitoire pour toi l'indépendance de toute façon? Je savais que j'allais rester quelques années. Je savais qu'au fur et à mesure, j'allais quand même aller vers une association. Maintenant, je ne savais pas exactement quelle forme elle allait prendre. Elle est arrivée plus vite que prévu. Ok. Je pensais que j'allais rester 2 ans, 3 ans solo. Et en fait, elle est arrivée plus vite que prévu, un peu de manière hyper organique. C'était pas forcément prévu. En fait, il se trouvait que souvent j'avais des questions et en fait, c'était mes futurs associés que j'appelais quand j'avais ces questions-là. Et du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, c'est bête en fait. On se pose des questions. Quand j'avais des dossiers que je pouvais pas prendre, je les renvoyais vers mes associés. Du coup, on s'est dit, en fait, c'est peut-être l'occasion justement de créer quelque chose. Est arrivée la question de ok, on crée quoi? Après on est 4, mais on est jeunes, on a à peu près le même âge, donc on était quand même assez alignés sur beaucoup de choses. On était finalement assez alignés sur les choses qu'on ne voulait pas. C'est déjà un bon début. Et ça, c'est vrai que ça permet de se réunir aussi et ça permet de réunir et d'unir et de fédérer sur certains points. On a des parcours de vie et de carrière complètement différents, puisque pour le coup, moi, je suis très internationale, ce qui n'est pas le cas de mes associés qui sont plus franco-français, si je puis dire. Avec du coup, il y a deux pénalistes, pénalistes en droit de la presse, et une qui fait tout ce qui est nouvelles technologies, contrats informatiques, RGPD et cybercrime. Donc, la question, c'est de dire, on se réunit autour de quoi? On se réunit comment? On se réunit... on savait qu'on voulait être tous les 4, on savait on espère, je touche du bois, que dans quelques années, je te dirais qu'on aura grossi et que on sera mais c'est sûr. 9. Mais on voulait quelque chose d'assez uni entre nous. Donc, et on s'était, du coup, en réfléchissant, on s'est dit, ok, concrètement, nous, nos matières, elles existent séparément, mais elles viennent se réunir sur tout ce qui est ce qu'on appelle, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, de la gestion de crise. Alors c'est fourre-tout, encore une fois, donc je m'explique. En gros, moi j'interviens beaucoup en amont sur la prévention du risque pénal. Il y a un gros travail, je fais un gros travail avec des entreprises pour justement encadrer les potentielles problématiques qui pourraient survenir. Bon, sauf qu'en fait dans la vie d'une entreprise, on traverse des crises, c'est évident.
c'est impossible d'éviter les crises. Ce qui est plutôt sain d'ailleurs, je pense que des fois ça fait du bien, des fois des petites crises. Et une fois qu'il y a cette crise-là, il faut gérer la crise quand elle arrive, et il faut gérer aussi tout le contentieux qu'il y a derrière. Bien sûr. Et en fait, nous, notre logique, c'est de dire, on met les clients autour d'une table et on leur dit, on va s'occuper de tout dans cette nébuleuse boule de neige qui s'est créée. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand il y a une crise qui existe, de nos jours, c'est plus juste une crise en disant, voilà, on va avoir une perquise. Non. Il y a des posts sur les réseaux sociaux. Il y a une dégringolade si on est coté au niveau de la bourse, parce que du coup, ça sort dans la presse. Bien sûr. Il y a la gestion de la presse. Il y a, du coup, il y a des comptes dans la gestion de la presse. Il y a potentiellement des procédures à mettre en œuvre. Il y a se dire, oulala, il faut quand même vite qu'on arrête ce qui est en train de se passer au sein de l'entreprise. Donc, il y a des actions en interne, en compliance à prendre. Et après, derrière, il y a la gestion, déjà, dire... Est-ce que les autorités sont déjà au courant ? Est-ce qu'on doit aller s'auto-déclarer auprès des autorités ? Est-ce que si on s'auto-déclare, comment on gère ? Quand on y va, quand on donne quoi ? Etc. etc. Et une fois qu'on est dans le contentieux, la relation avec les auditeurs, la relation avec les services de presse, la relation avec les autorités, la relation en interne auprès de nos salariés, continuer à faire une veille médiatique au niveau de la réputation, etc. Tout ça, en fait, ça existe ça existe en symbiose totale quand il y a une crise. Je comprends. Donc, juste dire bonjour, je sais faire des cartographies des risques. Ça n'a pas réellement de plus-value, mais c'est ensemble que vous êtes plus fort. En fait, on a chacun notre plus-value et ensemble, en plus, quand il y a une crise, je comprends. On est une armée, quoi. Oui, tout à fait. C'est qu'indépendamment, vous pouvez fonctionner, mais vous êtes plus fort ensemble. Oui, et surtout, on est capable, en fait, foncièrement dans une crise, on est capable du coup aussi de sectionner les différentes problématiques et de pouvoir les gérer en parallèle, ce qui est hyper important. Parce que, en fait, il faut vraiment avoir une rapidité d'exécution dans la crise si on veut arriver à continuer à maîtriser ce qui se passe, à maîtriser les risques, à maîtriser le risque des expositions aux risques, etc. Et nous, notre force, elle est là. Je comprends. Foncièrement, au quotidien, j'ai la majorité de mes dossiers que je vais traiter seule ou avec les collaborateurs ou les stagiaires. Par contre, dès qu'il y a une potentialité d'eux, tout de suite, je sais que je peux sortir un bouclier, 2 boucliers, 3 boucliers. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de se dire qu'on est dans nos spécialités, on exerce dans nos spécialités respectives, mais quand il y a quelque chose de lourd qui arrive, on n'est jamais seul. Et je pense que c'est important aussi, notamment dans nos matières qui en fait ont des ramifications dans plein d'autres sujets. Parce que moi, la compliance, je touche à tout. Quand je travaille, quand je mets en conformité une entreprise, j'ai besoin de comprendre l'intégralité de son microcosme. Oui, bien sûr, ouais. Donc, avoir ces atouts-là, ça permet justement de dire techniquement, vous allez voir que moi. Mais par contre, soyez rassurés, si jamais il y a un souci... Il y a du monde derrière moi qui pourra répondre à vos besoins. Et tout en continuant à répondre aux besoins premiers pour lesquels vous êtes venu nous voir. Mais c'est pas un souci, on va être là et on va pouvoir gérer. Et en fait, dans la grande majorité des cas, c'est souvent moi qui vais gérer avec l'appui des autres. Mais c'est souvent moi qui continue à être le chef d'orchestre. Et ça aussi, c'est important, je trouve, dans la pratique. C'est quelque chose qui, pour moi, a beaucoup évolué depuis que je me suis installée. Cette notion d'être le chef d'orchestre. Je fais intervenir en permanence des confrères sur des dossiers. Parce qu'en fait, il y a des mini-sujets, particulièrement en compliance, on va avoir un mini-sujet en droit des contrats, un mini-sujet en urbanisme, un mini-sujet en IMO. C'est hyper important pour mon client de voir que je sais gérer les relations avec les confrères, que j'ai le réseau sur lequel je peux m'appuyer si jamais j'ai des questions. Bien sûr, ça c'est sûr. Et c'est ça aussi qui fait une force de l'avocat par rapport à des consultants, autre chose. Et ça, cette notion de chef d'orchestre, je trouve qu'elle est hyper importante pour les clients, hyper importante pour nous. C'est capital de pouvoir dire aux clients, ne vous inquiétez pas, je reste votre interlocuteur. Bien sûr. Mais par contre, je ne vais pas vous lâcher sur des questions que vous devez mettre en place. Et là, je fais intervenir quelqu'un qui sait vraiment le faire. Moi, je n'ai pas de problème à dire à mes clients, ce sujet-là, ce n'est pas mon expertise. Donc en fait, je vais vous trouver quelqu'un qui va vous prendre pour le même prix. Hein. On n'est pas encore une fois, sur les questions de budget, je pense qu'il faut être hyper franc. Moi, je viens de l'école américaine, donc l'argent, c'est pas un tabou. Il faut en parler. Et plus on en parle, moins c'est un problème. Et je pense que pour le client, c'est une plus-value énorme d'avoir quelqu'un qui va dire, un avocat qui va dire, ok, là il y a un sujet, donc il faut le traiter. Par contre, il faut que moi je sois capable d'identifier le red flag.
tout à fait. Et ça, c'est Enfin, en tout cas, moi, je sais que je suis en formation continue, de facto, quand je vais parler avec des confrères, etc. J'ai besoin de savoir les nouveautés un peu dans d'autres matières, parce qu'avec la compliance, je touche plein de matières, et j'ai besoin de savoir identifier les red flags pour pouvoir faire intervenir les bonnes personnes au bon moment. Et cette notion de chef d'orchestre, je l'avais déjà dans mes dossiers, je le retrouve avec mes associés. Et c'est ça en tout cas, qui pour moi est un aspect extrêmement enrichissant de mon exercice actuel. Et à l'inverse, est-ce que tu ressens, est-ce que tu vois certaines difficultés dans l'association que par rapport à, forcément, quand tu étais indépendante ou... Bon, ce sont des expériences totalement différentes, mais est-ce qu'il y a des choses qui pour toi peuvent être difficiles justement lorsque l'on s'associe? Ça peut être le fait de prendre des décisions en collectif, ça peut être... Enfin, même si on s'entend bien, mais est-ce que tu as ressenti certaines difficultés? Je pense qu'il y en a toujours. À partir du moment où on traite avec l'humain, je pense pas qu'il y ait une association où tous les jours on soit en train de trinquer avec du champagne. Il y a en fait, encore une fois, là pour le coup, on revient à la question de cabinet égale entreprise ou pas. Pour ces questions-là, on reste dans la question d'entreprise. Je pense que ce qui est difficile et qui est propre pour le coup à une association entre avocats, c'est qu'en fait, tout au long de notre parcours, on nous dit vous êtes seul, vous êtes indépendant, vous êtes libéral, vous travaillez seul. Donc on se forme au fond de nous en ne s'appuyant que sur nous-mêmes, puisqu'on sait que de toute façon on est seul, on est libéral. Quand on commence à devoir travailler ensemble, et cette notion de se dire en fait là il va falloir que j'ajuste aussi ma manière de travailler, d'échanger, de faire les choses aussi, dans le partage des informations, dans l'aménagement du temps de travail. Quand on commence à avoir des collabs ou des stagiaires, il faut quand même être un minimum présent. Bien sûr, pour les former. Voilà, pour les former. Voilà, sur des questions de compta, il faut... moi, je rigole, mais je pense que quand je me suis associée avec mes associés, je leur ai plus posé de questions qu'à un éventuel futur potentiel compagnon dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu cette question de me dire, en fait, il faut tout que je mette sur la table. L'avenir me dira si j'avais pensé à tout, mais il y a vraiment eu cette notion en tout cas de ma part, je crois que c'est pareil de la part de mes associés, de se dire, ok, il faut que j'arrive à communiquer. Il y a certainement des moments où je ne vais pas y arriver, c'est une certitude. On est humain. On est humain. Il y a certainement des moments où je vais regarder mes associés en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ces ovnis? Mais je crois que l'essentiel, c'est de se dire, on va s'engueuler. Il va y avoir des moments où on va s'engueuler. Pourquoi? Parce que en fait, notre métier, il est stressant. Des fois, je pense que la difficulté première, c'est de trouver le temps pour se parler. Bien sûr. Et donc, de facto, quand on a un manque de temps, il y a des décisions qui vont traîner. Nous, on essaie de se caler des rendez-vous réguliers tous les 4. Et c'est hyper important parce que ça permet de se voir. On a des calendriers et des emplois du temps qui sont différents. Donc, je pense que la première difficulté, si je devais... vraiment en identifier une seule, ce serait ça. Ce serait cette gestion de temps, cette gestion de se dire si on se voit assez souvent, on ne peut pas s'engueuler parce qu'en fait, du coup, on parle des choses au quotidien. Par contre, si et c'est le cas quand ça marche bien, donc c'est génial, mais quand on est à fond sur nos sujets, parce qu'en fait, on a plein de boulot, il faut toujours penser un peu à rétropédaler, se dire, oula, est-ce qu'on s'est vu assez? Est-ce qu'on a pu parler des sujets, etc. Je comprends. Et puis après... je crois qu'une difficulté que tout le monde rencontre, c'est en fonction de la cible. Est-ce qu'on a des cibles communes? Est-ce qu'on n'a pas des cibles communes? Parce que ça sous-entend des développements différents. Ce développement différent, il sous-entend du démarchage différent, des actions de démarchage différentes. Et ça, c'est pas... Enfin, moi, personnellement, c'est pas le cas, j'ai pas d'associé en immobilier, mais par exemple, je serais incapable d'aller faire du démarchage en immobilier. Je comprends. Donc, si un jour j'ai un associé en immobilier, je pense que je vais le regarder avec des yeux ronds comme des billes en disant mais comment tu fais? Donc, il y a voilà, je pense que c'est ces deux trucs, le temps et la gestion des cibles.
Ouais, c'était important pour moi d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Après, ça fait qu'1 an et demi, hein, donc... Certes, mais on vous souhaite beaucoup de croissance, de toute façon. Pour l'instant, tout va bien, on s'engueule pas, donc ça va. Bon, ben c'est le principal. Dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, parce que j'en parle souvent et que bon, bah, c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle et est-ce que tu l'utilises dans ton quotidien? Je parle pour le coup... Pas uniquement des IA juridiques, mais tu peux aussi mettre en perspective si tu as une utilisation de ChatGPT, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas exclusif. Ma question n'est pas que fixée sur les IA juridiques, mais plutôt l'ensemble des IA qui sont à ta disposition en tant qu'avocate. Alors moi, je suis pas du tout anti-IA. Je pense qu'au contraire, il faut... Alors, je suis pas anti-IA. Le seul truc, c'est qu'en fait, je suis très une écologiste dans l'âme. Donc, j'ai un petit côté... un petit Roland d'anti-IA sur le fait que ça nous bouffe quand même énormément d'énergie. Voilà. Oui. Voilà. Ça, ce sera mon petit coup de gueule, entre guillemets, sur la question. Maintenant, je trouve qu'au quotidien, c'est un atout qui est super intéressant. Ok. Un atout et un outil, pardon, qui est super intéressant. Pourquoi ? Parce que, justement, en tant qu'avocat, on doit se saisir de toutes les questions de com et de toutes les questions de dev. L'IA, ça vient nous réduire le temps de recherche sur ces questions-là. Pourquoi ? Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi, je pars du principe que quand je vais faire une conférence, il y a plein de gens, il y a plein d'invités, il y a plein de speakers. C'est hyper important pour moi de connaître le background de tous ces speakers. L'IA, ça va me réduire ce temps de recherche par 6. Bien sûr, clairement. Et ça me permet de comprendre pourquoi c'est X ou Y qui parle sur ce panel et pas W et Z. Puis il va te le faire sous une synthèse très claire. Donc c'est hyper utile. C'est utile sur me dire que en fait, moi je livre plein de choses à mes clients. Je livre des one-pagers, je livre... En fait, c'est-à-dire qu'il y a d'une part mon travail où je mets toute ma plus-value qui va être le travail vraiment rédactionnel, juridique qui va être là. Et après, il y a la nécessité de venir communiquer ce travail en compliance à toutes les personnes dans l'entreprise. On ne peut pas faire juste un appel à une société externe en communication qui va faire un truc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des enjeux juridiques énormes derrière. Bien sûr. Par contre, si moi je sais utiliser l'IA, si moi je sais utiliser Canva, ChatGPT, etc., je peux dire à mon client, bon, est-ce qu'en interne vous avez ces ressources-là ? Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être que si vous les avez, moi je vous fais une trame qu'après vous pouvez mettre en lumière. Et là, savoir quels outils utilisent mes clients, savoir utiliser les outils qu'utilisent mes clients, en fait, ça me permet d'être pertinente sur les conseils que je vais donner. Donc, je ne peux pas dire bonjour, en fait, oui, très bien, faites ça, mais je ne sais pas comment m'en servir. Moi, j'utilise ChatGPT pour des choses simples. Par exemple, ça va être, j'ai 4 confrères qui vont avoir sorti des posts LinkedIn avec du contenu jurisprudentiel, par exemple. Et ben, je vais prendre ces 3 contenus, je vais le mettre sur ChatGPT, fais-moi un résumé rapide, ça me fait mes points. J'ai pas forcément le temps de lire les 6 posts, par contre, je me les suis envoyés à moi-même sur LinkedIn, je les prends, je sais que j'ai une petite synthèse sur des sujets qui ne vont pas être les miens. Non, mais pour ça, c'est un outil formidable. Moi, ma veille, je la fais, ma veille dans mon domaine. Mais en compliance, j'ai besoin d'avoir une veille sur des sujets qui ne sont pas les miens. Donc, je m'appuie sur des confrères qui sont spécialistes. Sauf que j'ai pas le temps de lire les 26 000 posts. Non, mais bien sûr. En termes de reformulation, de synthétisation, c'est quand même incroyable. Sur des sujets hyper chronophages. Moi, je sais que mes clients, ils l'utilisent aussi beaucoup parce que quand on fait une revue documentaire, qu'on fait un audit, qu'on a les gens qui nous envoient des documents et des tonnes et des tonnes et des tonnes de documents, avoir une IA en interne chez mes clients, parce qu'après il y a la question de l'utilisation des données, mais en interne chez mes clients où je leur dis, bon écoutez, là vous avez reçu tout ça, dans un premier temps organisez-le, ça leur permet à eux d'être vachement plus performants sur la question du suivi, parce que du coup il y a des archives qui sont organisées, eux ils savent aussi ce qu'ils ont, moi derrière sur des documents qui sont pas forcément importants, mais qui moi je dois savoir un peu le contenu, on en fait un résumé, et j'ai mon résumé qui est là, je peux pas le faire avec tout, mais avec certains sujets c'est quand même important. Ce qui veut dire aussi que c'est de ma responsabilité quand je fais ces résumés-là. Et je le dis à mes clients, on va faire un premier résumé sur des sujets, sur des documents qui sont énormes. Par contre, s'il y a un truc qui me fait tiquer, on va reprendre et on va chercher.
Ça, c'est sur des sujets où j'ai pas besoin d'aller tout lire Bien en sûr. fine print. Il y en a énormément. Enfin, typiquement, je pense à une situation récente. J'avais un client en mise en conformité. Ça faisait 6 ans qu'il sortait 6 fois la même politique. Ok. Parce qu'il y avait des questions de politique interne qui venaient en fait, pour des raisons X ou Y, tous les ans, il revoyait sa politique. Il me dit, en fait, je m'en sors plus là sur cette question, il faut encore qu'on change. Je dis, ok, bon, en fait, vous avez un IA en interne là. Donc vous prenez vos 6 politiques et vous allez vous demander à l'IA qu'il vous fasse une comparaison pour voir vraiment qu'est-ce qui a changé. Moi, ma plus-value en tant qu'avocate, sur la première analyse de synthétique, je ferai quoi si il me l'envoyait à moi? Je ferai un compare sur Word. Je vais pas biller un client un taux horaire ou un forfait pour ce type de tâche. Je préfère en fait dire au client, on passe sur un forfait mensualisé avec un accompagnement stratégique qui est vachement plus intéressant pour mon client, plutôt que de passer du temps à aller faire des compares sur Word. J'en ai fait quand j'étais stagiaire, mais c'est important de savoir les faire. Mais ma plus-value, elle est pas là. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il a fait une première comparaison. On a fait 4 réunions sur la question après derrière. Donc, j'ai travaillé. C'est pour ça que je ne crois pas aux confrères qui vont dire que ça va nous piquer le travail. Non. J'ai autant travaillé, mais par contre, c'était du temps travaillé en plus-value. Oui, mais ça, je pense que c'est super d'être très clair et transparent avec ses clients en leur disant que oui, il y a une utilisation de l'IA, mais que justement, votre plus-value à vous, c'est d'aller sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, où vous auriez passé du temps s'il n'y avait pas eu l'IA, mais qui finalement, aujourd'hui, avec un super outil, bah vous allez juste venir avec votre intelligence, en fait. Enfin, c'est-à-dire que je compare un peu ça aussi de parfois un super stagiaire. Mais ça n'enlève pas la plus-value des stagiaires. Non, parce qu'ils sont hyper importants. Non, mais moi, c'est plus dans le sens que je me dis, il y a un peu une mutation, particulièrement dans mon domaine et dans le domaine des enquêtes internes. Il faut aussi se rendre compte qu'on a des clients qui se professionnalisent, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, essayer de vendre des tâches qui sont extrêmement chronophages, c'est, encore désolé pour la trivialité, mais c'est prendre nos clients pour des imbéciles. Ils sont parfaitement conscients des tâches qu'on est en train de faire sur une mission. Donc, on peut pas, comme je l'ai fait tout à l'heure, pester contre des gens qui vont venir faire notre métier sans les obligations, et en même temps, ne pas se rendre compte que certaines tâches peuvent être plus rapides et accepter le fait que il faut négocier les forfaits. Moi, je préfère, honnêtement, accompagner 6 clients avec des abonnements courts mais stratégiques, où du coup ils savent qu'ils ont que je suis là pour revoir certains points, mais que je suis pas là au quotidien. Donc il y a aussi une responsabilisation des équipes en interne, plutôt que d'avoir un client pour qui je vais tout faire, mais je fais tout et en fait je lui vends du temps passé à faire des compères aussi. Je pense qu'il faut se rendre compte de ce qu'on vend, et là encore on revient à une question de commerce, de produit, parce qu'en fait il faut réfléchir en produit. Ce qu'on vend, c'est des choses qui doivent être utiles à mes clients et que techniquement mes clients ne peuvent pas faire tout seuls, soit parce qu'ils n'ont pas la ressource, soit parce qu'ils n'ont pas les budgets en interne, soit parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, la connaissance. Ma plus-value, elle est là. Donc l'IA, je l'utilise si elle peut m'aider à être plus performante et surtout à être plus compétitive. Par contre, il y a quand même un sujet, écolo, je l'ai dit, mais aussi un sujet de comment on l'utilise. Faut quand même faire un peu attention aux données qu'on balance à l'IA. Bien sûr, ça c'est super important. Particulièrement quand on est avocat. Donc, voilà. Je sais qu'il y a plein de confrères qui l'utilisent aussi pour la JP, pour le tamponnement des pièces, pour l'organisation. Il y a aussi des IA qui sont assez intéressantes, que moi, ils ne sont pas forcément intéressants à ma pratique, mais au niveau de la gestion des mails, créer des modèles de mails, etc. Bon, moi, c'est pas hyper... pour l'instant, en tout cas, dans ma pratique, j'en vois pas d'utilité. Mais des confrères qui font des contrats... avoir une IA qui analyse tous les types de clauses, tous les types de contrats qu'on a rédigés pendant notre carrière et qui nous fait des modèles, bon, je trouve ça intéressant. C'est toujours pareil. Moi, je compare toujours avec les traducteurs automatiques. Je suis bilingue en anglais. DeepL, je vais l'utiliser. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vais l'utiliser. Pourquoi ? Parce que en fait, même si je suis bilingue en anglais, c'est toujours mieux de partir d'une page blanche. Et dans tous les cas, la traduction, elle sera jamais parfaite. Je reprends l'intégralité de la chose.
Et d'ailleurs, c'est marrant, mais je l'utilise plus pour passer de l'anglais au français que du français à l'anglais. Eh bien, en tout cas, Marie, merci beaucoup d'être venue. Merci pour ton partage et tes expériences. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses aussi pour la continuité du cabinet Joshua, société d'avocats. Et puis, je te dis à très bientôt, peut-être sur ce plateau. Merci beaucoup.